Bonsoir et bienvenue sur Télémiroir. Nous sommes le lundi 10 janvier. Les titres de ce journal: l'inquiétude des élus et des habitants de Beaucaire. Le poste de police de la commune doit fusionner avec celui de Tarascon. Les soldes d'hiver débutent mercredi. Pourtant, certains commerçants affichent déjà les moins 20 et moins 30%. Nous reviendrons bien sûr, comme tous les lundis, sur les résultats sportifs du week-end. Et le festival de flamenco a ouvert ses portes aujourd'hui. Retour sur l'histoire de ce festival grâce aux photographies de Jean-Claude Nougaret. 250 personnes se sont donc réunies au casino de Beaucaire ce week-end. Des élus et des habitants inquiets sur le devenir de leur commissariat. L'État envisage de regrouper les postes de police des deux communes voisines, Beaucaire et Tarascon. Les explications d'Alain Bellon et de Nicolas Pinchino. Il y avait du monde à la réunion publique pour la présentation et les explications de la feuille de route concernant l'avenir de la sécurité de la ville de Beaucaire et de Tarascon. Dans les cartons depuis 15 ans, le dossier du commissariat de Beaucaire et de Tarascon a pris un tournant en septembre dernier. Une décision avait été prise, c'était de fermer le site beaucairois. Mais c'était sans compter sur le maire de Beaucaire. Nous sommes allés donc au ministère de l'Intérieur où on a été reçus et où ils ont pris en compte le fait des efforts qui avaient été faits par la ville de Beaucaire au titre donc des unités de police municipale et de vidéosurveillance et puis du remaillage avec les associations pour pouvoir donc avoir ce commissariat ouvert. C'est ce qu'il y a aujourd'hui sur le papier. Pour les élus, cette fusion doit être sous surveillance. Ma crainte et la vigilance que j'ai, dont monsieur le préfet l'a dit aussi, c'est que, eh bien, je ne sais pas si dans le temps, ça ne sera pas fermé. L'organigramme que nous avons fait, mairie de Beaucaire, est un organigramme qui, là, justifie les deux commissariats subdivisionnaires comme ils le font. Et au moins, il y a deux commandants. Et là, on aurait un peu plus de sécurité. Le commissariat de Beaucaire est sacrifié dans la nouvelle organisation, puisque le commissariat de Beaucaire ne va s'attacher qu'avec une unité territorialisée, c'est-à-dire uniquement 12 agents. Donc c'est de la disparition dans un temps très court du commissariat, malheureusement qui est enclenché. Pour les services de l'État, cette fusion garantira plus de présence policière dans les rues de Beaucaire et de Tarascon. Dorénavant, les choses sont claires. Il y a une circonscription de sécurité publique unique, Tarascon-Beaucaire, avec des forces de police qui vont travailler sur l'ensemble du territoire. Donc les policiers ne seront plus de Tarascon ou de Beaucaire, ils seront de Tarascon-Beaucaire ou de Beaucaire-Tarascon et vont intervenir donc sur ce champ. Les Beaucairois gardent un commissariat subdivisionnaire qui sera ouvert 24 heures sur 24 du 1er janvier au 31 décembre et une douzaine de policiers qui vont être attachés à suivre, à prendre les plaintes et à s'occuper tout particulièrement de Beaucaire, sachant que les autres, c'est-à-dire la centaine de policiers agglomérés, vont intervenir indifféremment sur Beaucaire et Tarascon. La mise en place de cette structure est prévue courant septembre. Mais avant, pétitions et manifestations sont prévues. Une manifestation prévue le 22 janvier. Transport à présent, avec cette information, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté aujourd'hui la requête de l'avocat Pierre-Henri Blanc et de Michel Elbaz, élus de l'opposition à la mairie de Nîmes. L'avocat nîmois avait demandé l'annulation de la déclaration de projet du TCSP au nom de l'intérêt général. Du coup, les travaux vont bien démarrer le 17 janvier. Et pour tout renseignement sur les différents chantiers de Nîmes, la maison des travaux située sur le boulevard Gambetta ouvre ses portes au public dès demain. On passe à présent à l'éducation. Si les chiffres de dotation de postes d'enseignants pour la rentrée 2011 ne sont pas encore officiels, le syndicat FSU a organisé aujourd'hui un point presse pour dénoncer des suppressions de postes. Selon la FSU, dans le Gard, en primaire, 5 postes d'enseignants seront supprimés à la rentrée. Pourtant, 471 élèves supplémentaires sont attendus. Même constat dans les collèges. Selon toujours le syndicat, 11 postes de moins sont à prévoir pour 319 élèves de plus. On écoute le représentant de la FSU du département du Gard au micro de Jean Brun. Dans le second degré, ça faisait pas mal d'années déjà qu'on enlevait des profs du second degré. Ça s'en est ressenti évidemment dans les moyennes par classe, notamment dans les collèges, mais également dans les lycées. Par contre, c'est une première dans le premier degré. C'est-à-dire que dans les écoles maternelles et dans les écoles élémentaires, on va avoir 95 postes de moins.
Le problème, c'est que nous, dans notre académie, et le ministère le reconnaît lui-même, eh bien, on a sans cesse des élèves supplémentaires, chaque année, au rythme moyen de 1000 par an dans nos écoles élémentaires et maternelles. Ça devient particulièrement compliqué dans les écoles, pour des tas de raisons, et l'une d'entre elles est effectivement une demande accrue, une pression accrue sur l'ensemble des enseignants, avec malheureusement des conditions de travail qui se dégradent. Pour prendre le cas déjà, la situation déjà faite aux écoles depuis 2006 jusqu'en 2010, donc 5 années, le nombre d'élèves par classe a monté d'un demi-élève dans 4 départements sur 5 de notre académie. Alors ça paraît pas grand-chose, un demi-élève par classe en moyenne, mais il faut savoir que la plupart du temps, c'est pas dans les petits villages que ça monte, mais dans les écoles de ville qui sont déjà fort chargées. Donc en gros, ça signifie que là où on avait 24, 25 élèves par classe, on est plutôt à 27, voire 28 par classe aujourd'hui. Donc évidemment, la donne n'est pas la même. Et les premiers enfants qui en pâtissent, ce sont ceux qui ont des difficultés scolaires. Affaire Bissonnet, deuxième acte, 3 ans après le meurtre de Bernadette Bissonnet à Castelnau-le-Lez, près de Montpellier. Jean-Michel Bissonnet, Amaury d'Harcourt et Méziane Belkacem comparaissent de nouveau pour respectivement assassinat ou complicité d'assassinat. Le premier procès avait été subitement suspendu. Jean-Michel Bissonnet avait tenté de subordonner des témoins. À Montpellier, les explications de Maxence Kérébel. On prend les mêmes et on recommence, ou presque. Seul nouveau visage aujourd'hui, celui de ces 3 avocats. Lâché par ses défenseurs lors de la première audience, Jean-Michel Bissonnet a recruté ses 3 nouveaux conseils. Leur premier acte dans cette affaire, se constituer partie civile. Il est accusé, mais il est présumé innocent et on a tué sa femme. Donc je ne vois rien d'anormal à ce qu'il soit partie civile. Pourquoi avoir attendu 3 ans avant de se constituer partie civile? Je ne peux pas vous répondre sur cette question. Je ne suis son avocat que depuis 3 mois. Premier acte donc de ce procès Bissonnet 2. Dans cette partie d'échec qui s'annonce, les autres accusés ou les parties civiles ne se préoccupent guère de cette stratégie. Il a réalisé effectivement, dans un second temps et bien assisté par sa nouvelle défense, qu'il était malgré tout, au moins en théorie, victime, puisque sa femme a été tuée. Mais il l'avait oublié dans un premier temps, ce qui psychologiquement est pour moi extraordinairement révélateur. Il bouche tous les bancs du prétoire, comme il a bouché avec ses 2 fils en tant que partie civile. C'est une stratégie. Après, la Cour dira ce qu'il en est de cette stratégie. Il a intérêt à la réussir. Se pose alors la question du soutien des enfants, quand Jean-Michel Bissonnet a avoué avoir tenté de mettre au point des faux témoignages lors du premier procès, ce qui avait entraîné son renvoi. On avait vu les 2 fils très touchés par l'attitude de leur père. Aujourd'hui, ils sont toujours à ses côtés. Ce qui s'est passé lors de la première audience est une grosse bêtise de sa part, mais ça ne remet absolument pas en question ni sa culpabilité, ni rien du tout. Voilà, je pense qu'il est vraiment innocent. Présenté comme ça a été présenté par le procureur, oui, ça peut jouer contre lui. Quand on va commencer à rentrer dans les débats et qu'on va un peu s'intéresser à ce qui est dans ces lettres, on verra que ça n'a servi à rien et qu'on a juste repoussé le procès de 3 mois pour rien. Cette fois-ci, on va très vite entrer dans le fond de l'affaire. Dès demain matin, les gendarmes qui ont découvert le corps de Bernadette Bissonnet et qui ont auditionné son mari seront entendus par la cour d'assises. Affaire à suivre donc, J-2 avant les soldes d'hiver. Pourtant à Nîmes, certaines enseignes affichent déjà les -20, -30%. Soldes privés, promotions, soldes flottants. Difficile parfois de s'y retrouver. Même si les commerçants doivent respecter un cahier des charges strict, la législation n'est pas toujours respectée. Reportage Olivier Michel. -30, -40 ou -50%, on croirait presque les soldes d'hiver lancés. Pourtant, à y regarder de plus près, on s'aperçoit qu'il s'agit en fait de promotion. Et en la matière, l'imagination ne manque pas. Alors c'est Noël après Noël. Donc nous faisons moins 50% sur le deuxième article acheté, sur le moins cher des deux, sur le prêt-à-porter et la lingerie. Alors là, ce sont pas des soldes, c'est quoi? Non, c'est sur un article acheté, le deuxième est offert en fait, c'est ça. Non, ce ne sont pas des soldes, c'est la quinzaine du blanc au mois de janvier. Donc la quinzaine du blanc, comme des dizaines d'années, ça se fait. Donc là, nous sommes en période de pré-solde. C'est-à-dire? C'est-à-dire, nous arrangeons le magasin pour les soldes qui auront lieu la semaine prochaine. Et les promotions, c'est quoi? Les promotions, c'est une petite promotion avant solde, tout simplement. Voilà. C'est une promotion et non pas des soldes. Des étiquettes des plus accrocheuses, qui peuvent induire en erreur, permettre peut-être de faire de bonnes affaires, mais surtout à Pâques le Chaland. C'est avant les soldes, mais j'achète quand même. Pour quelle raison?
Parce que je suis avec ma belle-mère et puis elle s'en va ce week-end, donc voilà. Non, c'est pas soldé. Je me fais toujours avoir, moi. Je viens pour repérer, essayer, parce que je travaille pas, donc je balade. Parce qu'il y a des promotions qui sont déjà alléchantes? Oui, quelques-unes, ouais. Je repère un peu, en fait. Voilà, je fais le repérage. Début officiel des soldes ce mercredi 12 janvier, pas avant 8 h, à moins que vous ne soyez invité à quelques soldes privés. On passe au sport avec le Nîmes Olympique. Le Nîmes Olympique est qualifié pour les 6e de finale de la Coupe de France. Les basketteuses sont éliminées et les rugbymen sont toujours dans le trio de tête du championnat. Regardez. On ouvre cette page sport avec l'exploit du Nîmes Olympique en Coupe de France. Les Crocos se sont qualifiés samedi 3-2 lors des 16e de finale. Un match accroché contre une équipe de Fréjus qui n'a rien lâché. À la 13e minute de jeu, c'est d'ailleurs l'équipe de la Côte d'Azur qui ouvre le score sur ce tir tendu de Noyer. Il faudra attendre la 49e minute pour voir les Nîmois revenir dans la partie grâce à la tête de Haïté. 72e minute, le même Haïté transforme en 2 temps un pénalty et c'est Moukandjo qui enfonce le clou quelques minutes plus tard. Fréjus inscrit le dernier but en fin de partie. Résultat des courses, 3-2, Nîmes continue son bonhomme de chemin. Moi je suis content parce qu'on est encore sur la même dynamique, ils ont le même esprit, la même volonté, même s'ils ont pris une belle charge à la mi-temps. Il fallait, de temps en temps il faut que je leur mette le doigt dans la prise pour qu'ils réagissent un peu. Prochaine rencontre, les 16e de finale de la Coupe de France. Dans 15 jours, les Crocos jouent à domicile Nancy, une équipe de L1, une belle affiche en perspective. On passe au rugby, le RCNG jouait Gimont à domicile hier après-midi. Victoire méritée pour les Nîmois qui remportent ce match 23-9 en inscrivant 2 essais. Seule déception, le point de bonus qui leur passe sous le nez. Est-ce qu'ils le méritaient vraiment aujourd'hui? C'était allé se le chercher, un match de reprise, c'est jamais évident à négocier. Ils l'ont quand même très bien négocié. On a 3-4 occasions d'essai de plus et il n'y avait rien à dire. Bon, cette équipe de Gimont nous a offert une très belle opposition. Il ne faut pas non plus dire qu'ils n'étaient pas là pour jouer les faire valoir. Mais malgré ça, on a su faire ce qu'il fallait. Dommage que le temps ne nous a pas permis, je pense, d'obtenir ce point bonus. Les Nîmois sont sur le podium. Ils conservent leur 3e place au classement de Fédéral 2. Mais le week-end a été plus laborieux pour les basketteuses du club Perrier-Nîmes. Les filles ont été sévèrement éliminées de la Coupe de France par l'US Aveyron-Drôme qui évolue en National 1. Résultat des courses, 62-120. À noter, les filles du HBCN en handball, bien sûr féminin, commencent mal l'année. Elles ont perdu à Toulon 32-21. Et on termine avec une nouvelle expo, une exposition de photographie en noir et blanc. L'artiste Jean-Claude Nougaret revient sur les 21 ans du Festival de Flamenco à Nîmes. Marlène Laroche et Nicolas Pinchino. Des clichés noirs et blancs pour retracer 21 ans de festival flamenco. Passionné depuis 40 ans, l'artiste Jean-Claude Nougaret expose à l'hôtel Imperator et a dû sélectionner ses photographies parmi 9000 clichés. Alors ce thème, je l'ai travaillé, oui, ça fait 20 ans que je travaille là-dessus, c'est-à-dire notamment depuis le début du concours flamenco sur Nîmes, qui date des années, il y a 21 ans, puisque l'année ils ont fêté le 20 ans. J'avais commencé déjà en 87 avec une troupe de Nîmes, la troupe de Pepe Linares. Et donc j'avais pas mal vibré avec elle, avec les danseuses sur ce thème-là. Et depuis je continue. À l'heure actuelle j'ai 9000 négatifs à peu près, j'avais un peu une estimation comme ça. Et voilà, donc j'essaie de récupérer toutes les plus belles au milieu de tout ça, faire le tri, et c'est pas évident, on a toujours qui nous plaisent plus que d'autres, mais j'essaie de travailler surtout sur l'émotion, le ressenti de la danseuse, un petit peu quelques danseurs quand même, par-ci par-là, mais c'est vrai que la danseuse est plus, on va dire, plus photogénique. Muni d'une éponge imbibée de révélateurs, l'artiste met en valeur le modèle et simule le mouvement. Depuis 10 ans, je travaille en numérique, bien sûr, puisque l'argentique est devenu difficile. Mais ça, c'est vraiment fait à partir de négatifs, sans trucage ni à la prise de vue, ni au tirage. Et c'est tiré sur un papier argentique donc, de qualité. Seul le procédé est original dans le sens où on utilise l'éponge imbibée de révélateur comme pinceau. C'est-à-dire qu'on développe uniquement les parties que l'on veut. Et on fait des effets selon les temps que l'on laisse le révélateur sur le papier, etc. pour avoir des gris, des noirs. Et je trouvais que c'était un procédé qui mettait en valeur plus la photo et plus la danseuse. En fait, il n'y a aucun trucage particulier. C'est l'éponge imbibée de révélateur qui sert de pinceau.
Un accrochage original et une exposition à voir jusqu'au 30 janvier à l'Hôtel Imperator de Nîmes. À voir donc cette exposition à l'Imperator. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre Miroir des Sports présenté par Christophe Ché. Demain, nouveau point sur l'actualité, 12h30, 19h30. Très bonne soirée sur Télémiroir.